Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va répondre à cette grande question, comment démarrer petit ou petite dans l'investissement, parce que je sais que c'est un sujet qui fait très peur à beaucoup d'entre vous, mais que pour autant, vous aimeriez bien vous lancer. Et pour ce faire, on va le faire à deux voix avec Hugo, que je vais vous présenter. Bonjour Hugo. Bonjour Ophélie, bon, Et avant de passer à cette interview, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin et à télécharger votre bonus dans la description, les 6 clés pour libérer votre potentiel et vous libérer financièrement. Hugo, avant tout, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel était ton parcours et comment tu en es venu à te lancer dans l'investissement et à développer un blog là-dessus qui s'appelle Boussole en argent et qui est destiné à des personnes qui démarrent petits et petites dans l'investissement et qui se lancent, à des débutants et des débutantes. exactement. C'est né en fait de la période Covid, où d'ailleurs il y a eu un peu un boom en termes d'éducation financière à ce moment-là. J'ai essayé de me renseigner, donc à ce moment-là j'étais en alternance, j'étais donc prêt-à-porter, c'est conseiller de vente. Et en fait j'ai gagné à peu près 50% du SMIC, c'est le salaire environ en alternant, à l'âge que j'avais à l'époque. Et en fait il se trouvait que j'avais énormément envie de voyager. Le côté Covid rentrait aussi en jeu. Beaucoup de gens, pareil, sont voulu voyager à cette époque-là. On était vraiment clôturés chez nous, donc l'envie, en fait, prenait. Donc, je me suis renseigné comment épargner et comment investir aussi un peu son argent, hein. Les deux vont ensemble quand on a des petits revenus. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me former. J'ai lu énormément de livres. Il y a une personne en particulier qui m'a inspiré, c'est Ramit Sethi, qui d'ailleurs a fait une série Netflix il n'y a pas longtemps. Et ensuite, je me suis formé beaucoup par énormément de livres. Et j'ai ensuite fait un voyage. J'ai réussi en fait à épargner pour voyager en faisant un tour de l'Europe en sac à dos, tout seul. Donc c'était une expérience humainement incroyable. Donc, tu es un adepte du minimalisme, de la simplicité, de la liberté. Exactement. C'est quelque chose moi qui me guide en fait au quotidien, tout ce qui va être minimalisme, la simplicité comme tu le dis. Et d'ailleurs, bah, Ramit Sethi, je l'ai connu en fait sur un podcast de deux Américains qui ont un podcast qui s'appelle The Minimalist, qui justement parle de simplicité. Et je pense que la simplicité est essentielle dans la gestion de ses finances aussi. Alors moi, je suis une adepte du minimalisme et de la simplicité, bah, notamment parce que ça permet d'avoir du temps et de Ouais. consacrer son énergie à ce qui fait réellement sens pour nous. Et je sais que la plupart des femmes qui suivent justement Frico Féminin sont aussi souvent des mamans et des femmes qui essayent de gagner du temps dans leur quotidien. Il faut arrêter d'opposer quelque part efficacité économique et minimalisme, parce que la liberté financière s'acquiert de la manière la plus simple via la frugalité. Exactement. Moi, j'ai commencé ce côté minimaliste avec aussi mon environnement physique. Je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et donc, il y a eu une accumulation. Je pense que quand on est quelqu'un qui grandit un peu dans la peur de manquer, on accumule beaucoup de choses, surtout dans l'environnement physique. On va accumuler beaucoup d'objets dans la peur de manquer, ce genre de choses. Ça, c'est aussi le côté psychologique que j'aime bien. J'ai aussi fait des études en psychologie. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Mais bref, pour revenir à ce côté-là, ça a commencé moi par l'environnement physique, où j'ai voulu vraiment me débarrasser de tout ce qui n'était pas utile à proprement dit. Et ensuite, on se rend compte qu'en fait, le côté simplicité, minimalisme, on peut l'appliquer à tellement de choses, à ses relations, à ses finances, à son travail. Et c'est là où vraiment le minimaliste et la philosophie rentre en jeu, quoi. Et du coup, tu as créé Boussole en argent aussi pour partager ton parcours, pour partager les solutions que tu as trouvées. Et tu as même décidé, quelque part, de te créer un job autour de ces questions d'éducation et de gestion financière. Exactement. Donc, comme je disais, de base, j'ai été conseiller en vente. Donc, j'étais donc prêt-à-porter. J'étais même manager commercial, pour être exact. Et donc je me suis renseigné sur ces questions-là à côté de mon travail, sur tout ce qui était investissement et épargne. Ça m'a pris vraiment de passion, à tel point que j'ai décidé donc, par la suite de me réorienter en bachelor, donc c'était dans l'immobilier et la finance. Et là, je suis donc en master, donc je travaille dans un cabinet de gestion de patrimoine, professionnellement parlant. Et mon but, professionnellement parlant, à la suite de ce master-là, va être justement de devenir, conseiller financier, conseiller en gestion de patrimoine, pour justement accompagner monsieur et madame tout le monde dans ces projets, d'investissement et d'épargne. Du coup, tu as 23 ans, donc tu as démarré tout petit avec des petits moyens, comme tu le disais. Ouais. Quelles seraient justement les questions à se poser et les étapes à respecter pour commencer à se lancer dans l'investissement petitement? Et vraiment l'étape de base et ça, elle paraît vraiment bête, mais peu de gens le font vraiment. C'est vraiment de se poser et de faire un simple tableau du total de ses revenus et du total de ses dépenses en termes mensuels. Et pour ce qui va être en fait des dépenses, c'est les remettre en question une par une. Parce que beaucoup de gens en fait, à la fin du mois, soit sont à découvert, je crois que la date, c'est quasiment 50% des Français, à la fin du mois sont à découvert, donc c'est assez ouf.
Et en fait, en se posant comme ça devant un tableau et se dire: «OK, c'est quoi toutes mes charges mensuelles? C'est quoi mes revenus?» pour ceux qui ont plusieurs sources de revenus, et essayer d'optimiser, en fait, chacune de ces dépenses-là, une par une et voire même en supprimer certaines. Nombreuses personnes ont des abonnements qui traînent, qu'ils n'utilisent pas ou ce genre de choses. Ça commence par vraiment des choses toutes simples, comme ça. Quand on a de petits revenus, en fait, on est obligé d'optimiser au maximum. Donc ça, c'est déjà super important. La 2e étape, c'est une question qu'il faut se poser et qu'on oublie trop souvent, c'est en fait dans quoi on est heureux quand on dépense son argent. Et ça, c'est un truc qui est trop souvent oublié. On fait beaucoup trop de dépenses, compulsives et on se rend compte qu'à la fin du mois, bah, certes, on n'a pas épargné d'argent ou voire même pire, on est dans le rouge, mais en fait, on n'a pas eu vraiment de valeur dans ce qu'on a dépensé. Et ça, c'est un vrai problème. Donc je pense que se poser ces questions-là de vraiment dans quoi, dépenser de l'argent nous rend vraiment heureux. Moi, en l'occurrence, quand je me suis posé cette question, c'était vraiment le voyage. J'avais envie de voyager, à l'étranger, donc j'en ai fait des objectifs d'épargne. 3e, moi, qui m'a beaucoup aidé, c'est en fait de séparer ses comptes bancaires, d'avoir un compte bancaire principal où on va avoir justement toutes, ses dépenses mensuelles, qui vont être prélevées en début de mois et d'avoir un 2e compte bancaire pour les dépenses plaisir. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé parce que, avoir un seul compte bancaire sur lequel tout se passe, on peut vite, mélanger, les choses, pas savoir où on en est dans le mois en termes de budget, ce genre de choses. Donc séparer les comptes bancaires, ça m'a beaucoup aidé. L'étape, ultime, moi, qui m'a ensuite, aidé à épargner beaucoup d'argent, c'est l'automatisation. C'est vraiment on se retrouve un peu ce côté simplicité, simplifier la vie. C'est, vraiment automatiser, son épargne, automatiser ses finances. Donc voilà, j'ai mon salaire qui arrive en début de mois. Le 5 du mois, je m'arrange avec, toutes les factures pour qu'ils sont prélevées le même jour. Ensuite, bah, un virement automatique qui va arriver sur mon compte, secondaire où là, je vais avoir mon budget plaisir, où je vais vraiment dépenser l'argent qui me fait plaisir. Et pareil, j'ai des virements automatiques pour mes investissements, j'ai des virements automatiques pour mon épargne. Tout ça est automatisé. En fait, j'ai besoin de rien faire du tout. Ça, c'est génial. Alors c'est intéressant ce que tu dis justement parce que la première des choses, c'est de faire, la chasse aux fuites, j'appelle ça comme ça. Ouais. La plupart des gens veulent pas prendre de l'énergie pour renégocier les contrats d'assurance, regarder les abonnements téléphoniques, enfin, en fait, il y a de l'argent qui part, bêtement sur la plupart des comptes bancaires. Mmh. Les frais bancaires, notamment aussi sont souvent, des frais inodores, indolores qui partent par petits montants, mais qui finalement, à la fin de l'année, représentent de très gros montants. Et finalement, quand on démarre dans l'investissement, pour tous ceux qui ont démarré, on a démarré avec rien. Et c'est là qu'on a trouvé les marges de manœuvre pour mettre nos premiers 50 ou 100 euros sur des portefeuilles d'investissement. Bah, j'aime bien cette citation qui dit que, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et en fait, c'est complètement ça, c'est, optimiser les petites dépenses, surtout les quand je parle, de dépenses, c'est surtout mensuel. Ce qui va être récurrent, c'est souvent ce qui, en fait, nous prend le plus d'argent, et qu'on on s'en rend pas compte si on ne l'analyse pas. Mais c'est ça, c'est donc tu as parlé des frais bancaires, ça, c'est un très bon point. Moi, aujourd'hui, la seule raison pour laquelle je suis encore dans une banque physique, c'est à cause, du livret d'épargne populaire. Il existe des banques en ligne qui ont, ce genre de livret, qui est d'ailleurs atteignable quand on a des petits revenus ou quand on est alternant. Mais bref, donc oui, banque en ligne, très, très bonne idée. J'ai Boursorama en banque principale depuis plusieurs années maintenant, qui est, la banque la moins chère, depuis, des années. Pour les comptes, aussi secondaires, j'utilise les néobanques, en l'occurrence N26 et aussi Revolut en France qui fait ça. Pareil pour des questions de frais, comme tu l'as dit. Deuxième chose que tu as évoquée, la question des objectifs. Toi, tu en as parlé en termes d'objectifs de dépenses, c'est-à-dire consacrer ces dépenses à des choses qui font réellement sens pour nous, qui créent de la valeur dans notre vie et qui vont enrichir notre vie. Et c'est un vrai questionnement qu'il faut se poser. Et notamment, on s'en sort bien financièrement, on commence à épargner et à investir quand on a de réels objectifs. Si vous n'avez pas des objectifs de vie quelque part, vous risquez de tomber dans le travers, de ne pas vous fixer des objectifs financiers. C'est ça et moi je raisonne toujours en 2 types d'objectifs. Déjà des objectifs annuels, donc quand j'ai envie de faire un grand voyage ou même parfois c'est même, des visions plus long terme. Par exemple, là actuellement je suis en début de master 1, et j'ai envie de faire un tour du monde à la fin de mon master. Un tour du monde qui va dépendre pareil du montant que je vais épargner tous les mois, mais j'essaie de mettre le maximum possible pour cet objectif. Mais je me suis dit, voilà, au minimum j'aimerais voyager, on va dire 3 mois, idéalement 6, voire même plus. Donc ça va dépendre, aussi des aléas de la vie, mais faire cet objectif-là, ça va me permettre du coup après de le diviser en objectifs mensuels. C'est super important. C'est-à-dire, bah, voilà, imaginons, pour simplifier, prendre un objectif annuel, très simple. J'ai envie d'épargner, 1 000 € pour un voyage à la fin de l'année et ben je vais le diviser en épargne mensuelle de du coup 83 € par mois et ce montant-là, je vais le mettre de côté et à la fin de l'année, j'ai mon voyage qui est fait. Ce côté objectif, je le fais aussi pour les dépenses, et ça je pense que c'est important d'ailleurs quand on a des petits revenus. Je le fais aussi pour les dépenses, annuelles, classiques.
Là, on arrive, bientôt aux fêtes de fin d'année avec les cadeaux. Ça peut peser un gros poids pour les personnes qui ont des petits revenus. Moi, ce que je conseille, c'est de lisser, par exemple, ces dépenses de Noël sur 12 mois. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, là, on rentre encore plus, dans une mécanique, qui est intéressante, c'est la technique des enveloppes, que moi j'utilise, sur N26 et Revolut aussi le font, il me semble, en France. Pareil, en fait, on va pouvoir faire donc des enveloppes, des sortes de comptes bancaires finalement, dans laquelle on va pouvoir, épargner mensuellement et automatiser aussi une épargne pour des objectifs de voyage, pour, suivre son budget efficacement, faire une enveloppe course par exemple, ce genre de choses. La technique des enveloppes, elle a été initialement utilisée en enveloppe physique. Moi, pour le côté simplicité, j'ai pas envie de retirer l'argent début du mois en liquide, ce genre de choses, bah, je le fais sous forme, digitalisée. Du coup, ça permet en fait de différencier nos systèmes de gestion. Tu l'évoquais également sur la question des comptes bancaires. Ouais, Il y a un sujet que tu n'as pas évoqué, c'est pour les personnes qui sont en couple. Ça, c'est aussi hyper important. C'est qu'en fait, on peut avoir des objectifs personnels et c'est important d'avoir des objectifs personnels et des ouais. objectifs communs et de différencier aussi la gestion de ces questions-là, d'avoir un système de péréquation où on se met d'accord sur une clé de répartition au sein de son couple en fonction de ses revenus, enfin, en fonction d'un système qui nous paraît équitable aux deux, et d'avoir des objectifs personnels et des objectifs communs et du coup d'organiser aussi la gestion de ses finances au sein du couple pour que tout ceci puisse convenir à tout le monde. La gestion des finances d'un couple, elle est super intéressante. Soit il y en a pas du tout, soit on réfléchit pas forcément à comment on différencie ça, on met tout sur un compte commun et puis, la vie va et on n'organise pas ça forcément de façon consciente. Il y a 2 techniques, les plus connues pour, gérer son argent en couple, que ce soit pour des objectifs, comme tu dis, de voyage ou alors même, les finances personnelles au quotidien, hein, les dépenses courses, ce genre de choses. Il y a le 50-50, divisé par 2 tout simplement les dépenses communes. C'est pas forcément la bonne solution quand il y a des gros écarts de revenus. Moi pour ça, j'utilise une application mobile qui en plus de ça est, gratuite, qui s'appelle SettleUp, pour justement, diviser en fait les dépenses, communes, et en fait, on peut faire au prorata des revenus. C'est-à-dire que, imaginons, il y en a un dans le couple qui va, 1000, l'autre 4000, bon, bah, forcément 50-50 ça va pas aller. Donc, bah, il y en a un qui va prendre 2 fois plus que l'autre, celui qui va gagner 4000 et on peut paramétrer ça dans une application très simple, une application mobile où on va rentrer toutes les dépenses communes et on aura, très clairement savoir, bah, qui va payer quoi et ça permet vraiment de simplifier les choses, toujours dans l'objectif, de te simplifier la vie. On peut même incorporer dans ces applications des paramètres justement pour celui qui accepte de gagner un peu moins pour s'occuper des enfants et d'un certain nombre de tâches ménagères qu'on peut valoriser au sein de son couple pour plus d'équité, pour avoir Ouais, un c'est ça. système qui est véritablement égalitaire sur ces questions de gestion des finances personnelles. Du coup, tout ce qu'on vient d'évoquer, ça permet de s'organiser correctement et de dégager des marges de manœuvre, qui est quelque part la première étape pour commencer à structurer notre future stratégie d'investissement. La deuxième, on l'a dit, c'est de se fixer des objectifs. Et puis après, bah, il y a bien la question aussi de la formation et de la découverte des supports d'investissement qui sont quelque part, on va dire, les véhicules, les fusées qui vont nous amener à réaliser nos objectifs. Exactement. Donc pour ce qui est des supports d'investissement comme tu dis, il y en a beaucoup et ça, c'est un point à réaliser. Il y en a même beaucoup trop. Aujourd'hui, en un simple clic, on peut investir dans énormément, de choses. On peut investir dans l'immobilier, on peut investir dans des actions, dans les obligations, dans de l'immobilier, fractionné, dans des crypto-monnaies. Bref, il y a beaucoup de choses et il faut pas se perdre là-dedans. Surtout quand on débute, c'est vraiment, essentiel, de se demander, ce qu'on veut faire de notre argent. Mais en fait, cette question-là, qu'est-ce qu'on veut faire de notre argent, dans l'avenir? Parce que l'investissement est toujours une projection dans l'avenir, hein, c'est très important. On est sur un horizon long terme. Ça va éliminer naturellement, beaucoup de solutions et quelqu'un qui va bien être très mobile, qui aime bien avoir une certaine liberté géographique, bon, bah, va pas forcément, investir dans sa résidence principale, en début de vie active. Ça, c'est un exemple tout bête, mais qui permet d'illustrer justement ce côté, bah, supprimer naturellement plein d'options possibles en se posant les bonnes questions. Comme support d'investissement, moi, ce dans quoi je me suis, spécialisé, c'est la bourse. Pourquoi? Parce que justement, quand on a, des, petits sous à épargner tous les mois, c'est la meilleure solution à mon sens. Historiquement, c'est, aujourd'hui l'investissement le plus performant, toutes classes d'actifs confondues. Même l'immobilier à Paris, n'égalise pas, l'investissement en bourse. Et ça permet justement d'investir des petites sommes tous les mois. D'ailleurs, c'est une technique, qui est très connue dans les anglophones, qui appelle le DCA, c'est-à-dire investir des petites sommes tous les mois. C'est très bien pour votre épargne et pour vos investissements, ça permet de réduire le risque. Alors, on en reparlera un petit peu justement de comment est-ce qu'on peut mettre en place ce que tu appelles un DCA. Moi aussi, j'ai mis ça pour partie en place sur ma propre stratégie d'investissement parce que je trouve que c'est très adapté. Ça permet de désémotionnaliser, de ne pas se poser de questions tous les mois environ nos 50, 100, 200, 500 euros. Ça dépend de vos moyens en fait. Et ça marche pour
tous les portefeuilles en fait. Ouais. Voilà, vous pouvez démarrer avec 20 € par mois avec une petite stratégie diversifiée. La plupart des personnes pensent qu'il faut être riche pour commencer à investir, mais en fait, vous pouvez commencer avec 20 ou 25 € par mois. Et après, vous diversifierez, vous enclencherez pas mal de choses en fonction de vos moyens. Et j'ai même envie de dire, la meilleure manière de commencer, c'est avec des petits moyens. Comme ça, vous allez pouvoir aller tester, toucher à tous les supports d'investissement et faire votre propre compréhension de ces questions-là. Parce que ce que tu disais, en fait, on peut investir dans le vin, dans la bourse, et même la bourse, c'est un grand mot, parce que finalement, investir en bourse, on peut investir dans des actions, on peut investir dans des obligations, on peut acheter des parts de ce qu'on appelle des trackers de métaux précieux ou d'immobilier, on peut même faire de l'immobilier via la bourse. La plupart des gens ne le savent pas. Mmh. Donc, en fait, on peut faire énormément de choses. Et d'ailleurs, c'est un des travers même que je vois sur les programmes d'investissement, c'est à vouloir tout présenter, finalement, on assomme les gens parce qu'il est possible de faire tellement de choses que la première question qu'on devrait se poser, c'est plutôt quel est le mode de vie qu'on veut avoir. Accepte-t-on une forme de volatilité, c'est-à-dire que la valeur des choses varie dans le temps ou pas, parce que le meilleur investissement, c'est celui qu'on comprend et qui nous permet de dormir tranquillement sur nos oreilles le soir. Quel est le mode de vie qu'on a envie d'avoir? Comme tu le disais, est-ce qu'on veut que tout se gère avec un smartphone quand les gamins sont couchés depuis le canapé? Ou est-ce qu'on veut investir dans l'immobilier, la pierre, pour aller sur des choses un petit peu plus structurantes qui vont s'inscrire aussi avec un projet de vie? Et c'est ces questions-là, en fait, qui sont des questions personnelles. C'est pour ça que les gens qui pensent qu'il y a une solution, un secret ou une réponse en kit sont quelque part dans l'erreur, puisque la bonne solution, c'est la solution qui répond à leur projet de vie. Et ça, c'est des réponses individuelles. Selon notre âge, selon l'expérience qu'on a de ces questions d'investissement, on n'aura pas du tout le même rapport aussi au risque. Par exemple, moi, je suis 44 ans et je suis avec enfant. Je ne vais pas voir les choses de la même manière que toi, qui a 23 ans et qui démarre sur ces sujets-là, nécessairement. C'est ça. Et ce que tu, évoques là, ce côté vraiment avoir plein de choix possibles, c'est un des désavantages, de l'ère dans laquelle, on vit aujourd'hui, ce qui est la surinformation, la possibilité de faire tellement de choses. C'est vrai dans nos finances, c'est vrai professionnellement. C'est le désavantage de ça, c'est quoi? C'est que, bah, on a énormément de choix. Ça s'appelle le paradoxe du choix en psychologie, et ça fait que, il peut être très compliqué pour un individu de faire du choix quand on a trop de possibilités. Donc, comme on l'a dit, de un, se poser les bonnes questions, ça aide beaucoup. Et ensuite, de 2, faire les choses une par une, se former sur un sujet après l'autre tranquillement et prendre son temps, lire des livres, regarder des vidéos, écouter des podcasts comme le podcast d'Ophélie. C'est super important. Et pour faire les choses une par une, tu as dit aussi une chose très intéressante qui est commencer petit, c'est très intéressant. Et moi, j'ai même tendance à dire que quelqu'un qui arrive à épargner et bien gérer ses finances quand il gagne peu de petits revenus, ça va être quelqu'un qui va forcément bien les gérer quand il aura de meilleurs revenus. Ça, c'est vrai aussi. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses finances quand il a des petits revenus, il n'arrivera pas non plus quand il aura des grands revenus. Et ça, c'est quelque chose, une réalité, à avoir bien conscience. Dans mon métier, je vois des gens qui gagnent, 3 000, 4 000, 5 000 € par mois et qui, à la fin du mois, n'ont pas d'épargne. Ça existe aussi, et quelqu'un qui vraiment, que ce soit un jeune ou pas, qui arrive à bien gérer ses finances quand on a des petits revenus, ça va avoir une différence, phénoménale, après sur le long terme. C'est pour ça qu'il faut apprendre ces questions, même avec 25 ou 50 € par mois, parce que vous serez bon avec 25 ou 50 € par mois. Ça vous permettra de gérer les choses correctement quand vous en aurez 500, 5 000, 50 000 ou 500 000. Mmh. Moi, j'ai un premier objectif que je me suis fixé, et je pense qu'en termes d'épargne et d'investissement, quand on a de petits revenus, c'est très important de fonctionner en pourcentage, pour pouvoir ensuite, augmenter cette épargne et ces investissements en fonction de ses revenus. Moi, le premier objectif que je me suis fixé, c'est 10. 10 de ce que je gagnais, le mettre de côté. Aujourd'hui, je suis environ entre 30 et 40 de mes revenus et en fait, je le sens même pas. C'est-à-dire que j'ai augmenté petit à petit, le pourcentage d'épargne et d'investissement et en fait, je le sens pas parce que je me suis habitué à avoir un mode de vie qui est très simple, où dans lequel en fait l'argent que je vais dépenser dans mon budget plaisir va vraiment me faire plaisir, et du coup, en fait, je ressens pas forcément le besoin d'acheter des choses, superflues ou autres et c'est vraiment un soulagement du fait que, bah, à la fois avec l'argent que j'ai, je me fais plaisir et en plus de ça, je peux épargner beaucoup. Oui, je fonctionne exactement comme toi et je peux même te témoigner du fait qu'une fois qu'on a pris ce type d'habitude, on ne se pose plus la question en fait de notre rapport à la consommation. On est Ouais, libéré quelque part. exactement. Je pense que le principe, comme on en a parlé au tout début du minimalisme, ça aide, beaucoup. Après, je vais pas mentir, je suis aussi quelqu'un de très casanier. Ça aide beaucoup, pour économiser de l'argent. Voilà, faut aussi adapter en fonction des profils. Je pense que c'est important de comprendre ça.
Alors du coup, on va parler un peu plus de support d'investissement. Il y a quand même des choses qui, globalement, si vous voulez vous lancer dans l'investissement, il y a des petites choses simples qui peuvent se faire. Et il y a du support que quelque part, quasiment tout le monde a dans son portefeuille d'investissement. On parlait de la bourse. Il est possible d'investir avec ce qu'on appelle des enveloppes ou des supports d'investissement très facilement si vous êtes notamment résident français. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, alors pour les résidents français, il y a deux enveloppes incontournables pour tout investisseur. La première, c'est le PEA, le plan d'épargne en action, que je conseille à ouvrir dans des banques en ligne ou dans des courtiers spécialisés. Personnellement, j'ai le mien chez Fortuneo. Il y a Bourse Direct aussi qui est très compétitif en France pour ça. Donc un PEA, c'est quoi? Votre argent, en fait, euh, entre guillemets, bloqué pendant 5 ans. Vous pouvez la retirer, mais ça va entraîner en fait la destruction de votre contrat, si on peut dire ça comme ça. Et au bout de 5 ans, vous allez avoir un avantage fiscal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous allez avoir un avantage fiscal qui est très intéressant. Vous avez en fait la partie impôt sur le revenu qui va être complètement supprimée. Vous avez juste les prélèvements sociaux à payer uniquement en fait sur les intérêts que vous allez gagner de vos placements. Et le PEA, c'est super important à ouvrir en fait le plus tôt possible, même pour les personnes qui ont des petits revenus. En fait, un PEA, surtout dans les courtiers ou dans les banques en ligne, il demande juste à avoir un minimum à l'ouverture. Donc, même si aujourd'hui vous n'avez pas envie d'investir encore, vous n'êtes pas prêt à investir, prenez juste ce qu'on appelle prendre date, c'est-à-dire ouvrir en fait le contrat, mettre le minimum qui est recommandé dessus, et comme ça, l'horloge des 5 ans pour l'avantage va tourner. La deuxième enveloppe qui existe en France, c'est l'assurance vie, qui est très connue. C'est la deuxième, on appelle ça le deuxième meilleur investissement des Français, enfin le préféré des Français, c'est que l'assurance vie en soi n'est pas un investissement, mais c'est une enveloppe, comme on l'a dit. Donc l'assurance vie, c'est, pour reprendre l'image du PEA, on a un avantage fiscal aussi, mais c'est à partir de 8 ans. L'avantage fiscal de l'assurance vie est un peu plus complexe que celui du PEA. On a un système d'abattement, et cetera. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pareil, c'est important de l'ouvrir le plus tôt possible, même quand on a des petits revenus. Donc c'est comme le même principe du PEA, il faut un virement minimum pour l'ouvrir. Certaines assurances vie en ligne demandent juste 100 euros. Franchement, mettre 100 euros juste pour ouvrir le contrat et après l'oublier si on n'a pas encore envie d'investir, c'est super important. Et l'assurance vie a plein d'avantages. Pour les personnes qui nous écoutent, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont un peu plus âgées, qui peut-être ont éventuellement des enfants et qui ont peut-être envie aussi de donner quelque chose à leur enfant. L'assurance vie est très bien pour ça, parce qu'on va pouvoir choisir ses bénéficiaires. On peut choisir ses enfants, on peut choisir une association qu'on adore. Ça, c'est le côté bénéficiaire. Et on a donc l'avantage fiscal de l'assurance vie. Je pense que c'est les deux enveloppes intéressantes. La troisième, c'est le compte titre, que je trouve plus optionnel quand on débute, mais qui est très intéressant quand on va pouvoir aller plus loin, parce que le compte titre offre encore plus de possibilités d'investissement que les deux autres enveloppes que j'ai citées avant. Donc du coup, bah, moi j'ai tout ça, donc je peux en témoigner. J'ai ouvert une assurance vie sur laquelle il y a très peu parce que c'est pas pour moi quelque part le support le plus intéressant, mais que j'ai gardé pour pouvoir transmettre dans un Mmh. second temps, notamment à ma fille, parce que c'est la bonne manière de le faire de manière assez souple si vous êtes résident ou résidente français. J'ai également, du coup, tu l'évoquais, un PEA avec, on va dire, des actions assez diversifiées qui me permet d'avoir une stratégie en bourse sur ces questions-là et d'optimiser la fiscalité et de le faire régulièrement et de manière automatique. Moi, pour ma part, du coup, je suis chez Bourse Direct et j'ai aussi un CTO, donc le fameux un compte titre ordinaire, qui me permet d'investir sur des choses qui ne rentrent pas dans mon PEA et qui me permettent de diversifier. On en parlera parce que Mmh. un des remparts pour être plus sécurisé, c'est toujours de diversifier. Je suis économiste. À chaque fois, quand les personnes me disent comment est-ce que je fais pour me sécuriser, ma première réponse est diversifie. Ouais. Parce qu'en fait, l'économie connaît des cycles. On le voit actuellement d'ailleurs. Et c'est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En fait, de toute façon, dans la vie, c'est toujours important de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Et du coup, j'ai pris acte le plus tôt possible de ces questions-là. Et si vous avez des enfants, bah, faites-le aussi le plus tôt possible pour eux, puisque finalement, en fait, ces enveloppes fiscales deviennent intéressantes à partir du moment où on laisse passer un certain temps. Exactement. Une fois qu'on a ouvert en fait ces enveloppes-là, il y a la question après des supports, parce que là, on a juste ouvert l'enveloppe. Après, la question, c'est sur quoi on va investir à l'intérieur de ces enveloppes. Donc, les enveloppes qu'on a citées là, donc le PEA va forcément, comme son nom l'indique, donc le plan d'épargne en action, on va que pouvoir investir dans des actions. Officiellement, uniquement dans des actions européennes, mais avec le super support qu'on appelle on va pouvoir investir dans des trackers dans le monde entier. Ça va être super intéressant. Et pour l'assurance vie, on a le choix entre plusieurs classes d'actifs. On a, pareil, des actions avec des ETF. On a de l'immobilier type SCPI. On a aussi du fonds en euros. D'ailleurs, on a souvent, quand on entend parler de assurance vie, on confond souvent l'assurance vie et le fonds en euros. Fonds en euros qui rapporte pas grand-chose, en fait, qui est soit
à peu près la même chose que qu'on a sur un livret A ou inférieur. Donc voilà, on a beaucoup de possibilités. Et pour quelqu'un, comme on l'a dit avant, qui veut investir sur du long terme, on va se focaliser sur un support qui est les ETF, que moi j'adore et que je prône dans mon contenu, qui est en fait un tracker. C'est en fait un tracker qui va suivre la performance d'un indice. En l'occurrence, pour quelqu'un vraiment qui veut se simplifier la vie, vu qu'on est dans la simplification, on en parle beaucoup depuis le début de ce podcast, on va rester là-dedans. Un ETF qui est très simple quand on veut débuter, c'est le ETF MSCI World, qui permet d'investir dans à peu près 1600 grandes entreprises dans le monde entier, à travers de 23 pays développés. Donc là, en termes de diversification, on y est. C'est-à-dire qu'en un seul panier d'actions, donc l'ETF MSCI World, j'ai mon argent qui est réparti dans plus 1500 entreprises, entre 1500 et 1600, et dans 23 pays. Donc on est déjà très très bien diversifié. On n'a fait qu'un seul investissement. Là, en termes de simplification, difficile de faire mieux encore. Oui, du coup, quitte à ouvrir un PEA et à mettre quelques, quelques dizaines d'euros au démarrage, acheter une part d'un ETF, ce qu'on appelle ça un ETF MSCI World, c'est finalement l'option la plus simple, la plus diversifiée et la plus sécurisée. Et pour revenir sur cette question, ce que tu appelles des trackers et des ETF, pour celles qui ne maîtrisent pas ça, bah finalement, c'est comme un petit panier dans lequel on mettrait des petits bouts de parts d'entreprises un petit peu partout dans le monde, qui sont des entreprises qui représentent un peu la structure économique de nos différentes économies. Et ça permet de jouer la diversification et tu disais de traquer, donc de répliquer les performances sur les cours boursiers Mm. de ces entreprises. Exactement. Moi, je parle souvent des 4 mythes de l'investissement en bourse. Le premier, c'est de dire que c'est trop compliqué. Heu, Trop compliqué dans le sens où voilà, là, on a déjà évoqué des termes comme tracker, ETF ou ce genre de choses. Quelqu'un qui n'y connaît rien du tout peut-être être un peu, impressionné. Mais en fait, en se formant pendant quelques minutes, quelques heures, avec un livre ou vraiment en lisant, un blog, on se rend compte qu'en fait, c'est très simple et on peut vraiment simplifier, ce qui est complexe. Le 2e, mythe de l'investissement en bourse, c'est que c'est fait pour les experts. Moi, je ne sais pas pour toi, mais j'avais la vision de l'investissement en bourse, quand je débutais, de vraiment le trader avec 6 écrans devant lui qui suit des courbes et cetera. En fait, c'est pas du tout ça, monsieur et madame tout le monde qui veut investir, bah, comme on l'a dit, avec un seul tracker, très simple où son argent va être diversifié. On peut vraiment pareil, faire les choses simplement sans être forcément un expert et encore une fois, en se formant, ça peut devenir très simple. Le 3e mythe de l'investissement en bourse, c'est qu'il faut beaucoup d'argent pour investir. Ça, on en a parlé, un calcul très simple, moi, que j'avais fait, avec 50 € par mois. Moi, en l'occurrence, du coup, je suis jeune, donc j'ai l'avantage, de pouvoir profiter d'un horizon de placement qui est très long terme pour, par exemple, un placement sur la retraite. Bah, pour vous donner une ordre d'idée, 50 € par mois pendant 40 ans, c'est plus de 170 000 €. Donc c'est vraiment conséquent. C'est vraiment la preuve, là, de ce qu'on appelle la mécanique, des intérêts composés, qui est une mécanique super intéressante, surtout quand on a des petits sous qu'on va investir, tous les mois. Et ensuite, le 4e mythe, c'est que c'est risqué. Alors l'investissement en bourse, oui, c'est risqué, mais si on investit sur le long terme et ben, ça l'est pas vraiment, historiquement parlant. Donc bien sûr, il y a une phrase très importante qui est de dire que les performances historiques, ne prédisent pas les performances futures. Ça, c'est très important à comprendre aussi, hein. C'est pas parce qu'on a eu des bons résultats en bourse historiquement que ça sera le cas dans le futur, mais c'est quand même un élément à analyser avant d'investir. Ça, c'est important à comprendre. Pour ce côté risque, j'ai quelques chiffres à partager aux personnes, qui nous écoutent. C'est une étude, hein, qui a été réalisée justement sur ce MSCI World. Quelqu'un qui investit, sur un horizon de 1 an seulement à investir sur la MSCI World, il a eu 30 de chances de perdre de l'argent. C'est assez important. Si on augmente cet horizon de placement et qu'on investit sur 10 ans, là, on tombe à 10 de chances de perdre de l'argent. OK? Et à partir de 15 ans, le risque en pourcentage de perdre de l'argent disparaît quasiment totalement. C'est-à-dire qu'à partir de au-dessus de 15 ans, pour être exact, c'est 0,2 de chance. Donc c'est vraiment très, très faible si on investit encore une fois sur du long terme. Donc c'est très, très important d'investir, sur un horizon long terme. Et c'est ce que tu disais, en fait, l'investissement, c'est toujours du long terme. Alors, il y a pas mal de personnes aussi qui ont se mis du trading. En fait, on confond, Ouais. enfin, des personnes confondent trading et investissement. Le trading, c'est acheter et revendre sur des horizons courts, c'est-à-dire à la semaine, à la journée ou même quelques minutes, et spéculer quelque part là-dessus. Enfin, alors que l'investissement, en fait, c'est acheter, c'est finalement assez chiant, c'est acheter tous les mois quelque chose et attendre que ça se valorise avec le temps, avec ce principe, ce qu'on appelle des intérêts composés. Alors, tu parlais de l'effet boule de neige. Bah, l'effet boule de neige, c'est comme dans les cartoons où justement, on voit la petite boule de neige qui part au début de la pente et qui devient énorme à la fin. C'est ce principe de renoncer à toucher les intérêts de ce que vous devriez percevoir pour qu'ils se réinvestissent et qu'ils grossissent avec le temps.
Ce côté trading, moi, ça me fait toujours penser à une citation de Paul Samuelson, qui est de mémoire un économiste assez connu. Et investir devrait être comme regarder de la peinture séchée ou regarder de l'herbe pousser. Si vous voulez de l'excitation, prenez 800 $ et allez à Las Vegas. Ça, c'est une citation que j'adore. C'est vraiment ce côté, en fait, l'investissement, ça doit être ennuyant. Si ça l'est pas, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est que on est dans le piège de la gratification instantanée, c'est-à-dire bah, je veux des résultats très vite. C'est ça, encore une fois, on est un peu dans la psychologie. L'être humain est fait qu'on a envie de résultats très vite, très rapidement, surtout en ce moment avec tout ce qui va être réseaux sociaux, Internet, tout va très très vite. Sauf pour vos investissements, faites les choses calmement, tranquillement, et ça doit prendre longtemps et c'est normal. Tu évoquais justement la stratégie qui marche le mieux sur l'investissement boursier, c'est ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Average, et c'est finalement la stratégie la plus chiante du monde. On appelle ça le lazy investing aux États-Unis, parce qu'en fait, ça vise juste ça, à déposer tous les mois de manière désémotionnalisée des Mm. petits montants le plus souvent possible sur un compte et à laisser tout ça grossir avec le temps. Et finalement, cette stratégie, elle surperforme toutes les autres. C'est ça. Le fait que ça surperforme, c'est surtout parce qu'on met notre cerveau, en fait, de notre côté. Comme tu l'as dit, en investissant tous les mois, en fait, en bourse, on va lisser notre investissement. Bah, il y a des jours où on va investir quand la bourse sera haute, d'autres où on va investir quand la bourse sera basse en période de crise. Mais comme on l'a vu, avant dans la stat que j'ai donnée, si sur plus de 15 ans, il y a une chance historiquement qui a été quasi nulle de perdre de l'argent. C'est-à-dire que même pour quelqu'un qui a investi la veille, par exemple, de la bulle Internet ou la veille d'un krach boursier de celui de 2008, et ben en fait, sur un horizon de plus de 15 ans, il n'a pas perdu d'argent. Donc ça, c'est très important à comprendre. Mais pour quelqu'un, ça c'est une petite parenthèse qui est assez importante à comprendre, pour quelqu'un qui a les nerfs très solides, et ça c'est pas recommandé aux débutants, mettre une somme d'un coup peut être intéressant en termes de performance, parce qu'on va vraiment prendre toute la performance dans son intégralité au lieu d'investir des petites sommes tout le temps. Donc ça, c'est une petite parenthèse à faire, mais même si franchement pour un débutant, et même moi aujourd'hui, même en ayant cette connaissance de bah, investir une grosse somme d'un coup, même si c'est intéressant, franchement tous les mois, ça simplifie vraiment les choses et vous mettez votre cerveau de votre côté, quoi. Donc, on vient de le voir, en bourse, vous pouvez faire des petites choses simples qui ne vous prennent pas de temps et qui vont déjà vous permettre de diversifier, ne serait-ce qu'en prenant ce qu'on appelle un ETF, un tracker, sachant que vous avez des ETF et des trackers qui sont diversifiés à l'échelle de zones géographiques et vous en avez des thématiques. Donc, demain, si vous voulez investir sur le traitement de l'eau et d'autres choses, vous pouvez aussi trouver des supports qui vous permettent de le faire depuis votre canapé en faisant ça. C'est ça. Quand on a un petit revenu, qu'on ne peut que investir des petites sommes tous les mois, il est important aussi de faire attention à un détail, notamment pour le PEA. PEA qui est, je pense, l'enveloppe à prioriser pour les personnes qui veulent investir d'eux-mêmes. C'est de faire attention à ce qui est l'ordre minimum du contrat. Certains PEA aujourd'hui demandent un ordre minimum, je pense notamment à Boursorama qui a instauré ça il y a quelques années, qui est de 100 € minimum. Pour quelqu'un qui a vraiment envie de commencer très petit avec du 50 € par mois typiquement, moi c'est pour ça que j'ai ouvert Fortuneo, où justement il n'y a pas d'ordre minimum en fait. Et ça c'est très intéressant à prendre en compte. Donc, Coup, on a parlé beaucoup d'actions, en fait, d'actifs financiers, boursiers, mais il est possible aussi de faire des petites choses sympas avec peu de moyens. Il y a différents autres supports qui peuvent avoir du sens par rapport à un public de femmes qui voudraient se lancer dans l'investissement avec des petits moyens. Notamment quelque chose qui est assez peu connu, qui s'appelle le crowdlending, qui permet enfin, d'être la banque de projets qui ont du sens pour nous. Et du crowdlending, il y en a sur tous les sujets. Donc, vous pouvez financer des sociétés d'énergie renouvelable, vous pouvez financer un petit projet d'agriculture à la porte de chez vous, vous pouvez financer un projet immobilier spécifique. ouais, c'est très intéressant, ce qu'on appelle le crowdfunding. Alors, il est souvent confondu en plein de choses différentes. Il y a le côté immobilier dans le crowdfunding. Il y a aussi le crowdfunding en entreprise pour financer des startups. Il y a plein de choses. Et souvent, on confond ça aussi avec le crowdfunding classique sur les plateformes pour financer les projets d'entrepreneurs. Là, on parle vraiment voilà, de crowdfunding immobilier. C'est très intéressant. Il y a plein de plateformes qui existent pour faire ça. C'est des rendements qui sont assez attractifs. On tourne aux alentours des 10%. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un horizon de placement qui est court terme. C'est un des très rares placements actuellement qui offre des rendements aussi attractifs sur des horizons de placement court terme, type à peu près 2 ans. Aujourd'hui, on va avoir du crowdfunding sur 2 ans, avec du 10% par an. C'est très intéressant. Encore une fois, on est toujours dans la même optique. Il faut diversifier, il faut faire attention et il faut bien se former là-dessus. Mais ça vous permet de faire de l'immobilier depuis votre canapé. C'est ça. Et il y a même une autre chose pour faire de l'immobilier depuis son canapé qui est, je trouve, encore plus simple que le crowdfunding immobilier.
Il faut quand même analyser le produit dans lequel on va investir, etc. Là où pour les SCPI, qui est l'autre manière d'investir en immobilier, comme tu dis, depuis ton canapé, là, on va pouvoir le faire, par exemple, prendre l'exemple de l'assurance vie, dont on a parlé avant, la deuxième enveloppe très pratique à ouvrir pour investir. Et ben, on va pouvoir investir dans des SCPI. Qu'est-ce que c'est que les SCPI? En fait, en investissant, en mettant, par exemple, 100 euros dans une SCPI, nos 100 euros en fait, sont répartis dans un parc immobilier diversifié. Il y a des SCPI qui sont diversifiés, par exemple, dans toute l'Europe. Donc, nos 100 euros, c'est comme si on aura une pièce qui sera mise dans des appartements répartis dans l'Europe entière. Donc là, en termes de diversification, bah, c'est vraiment top. Il y a plein aussi de choses très intéressantes. Il y a le côté performance aussi qui est très intéressant. On n'a pas de travaux à gérer. Là, en termes de minimalisme et de simplification, on est vraiment au top. C'est vraiment très intéressant les SCPI pour investir en immobilier et surtout que c'est moins volatile que l'investissement en bourse. Même si en ce moment, il y a des petites SCPI là, qui sont en baisse. Donc, pareil, il faut faire attention. Tout investissement a un risque de perte en capital. Ça... Tu l'évoquais, en France, on pense qu'il n'y a que l'immobilier physique qui existe. On a parlé des SCPI, on a parlé du crowdlending. Il est aussi possible d'acheter des petites briques de projets immobiliers, comme si on jouait au Lego. Et ça y est, ça commence aussi à grossir dans la blockchain. On va pouvoir tokeniser. Donc, tokeniser, c'est acheter des parts de projets immobiliers dans ce nouveau monde où se produisent aujourd'hui des transferts de droits de propriété depuis son canapé en achetant une part qui est cotée en temps réel. Pour ce qui est de l'immobilier tokenisé, moi, je ne suis pas un spécialiste. C'est quelque chose sur lequel je me forme en ce moment. J'en ai entendu parler aussi en France. Ceux qui ont fait émerger ça, c'est une plateforme qui a vraiment explosé. Il faut faire attention quand quelque chose de nouveau sort et que plein de gens se rivent dessus. Il faut faire quand même attention à tout ce qui va être régulation, parce que du jour au lendemain, l'État peut dire les tokens immobiliers, bon, on va changer la fiscalité, on va interdire une certaine plateforme ou autre. Donc, il faut faire quand même attention à ce genre de solutions qui sont nouvelles. Moi, je suis plus à investir mon argent sur des classes d'actifs qui ont fait leurs preuves sur un horizon de plus de 30 ans. Moi, la seule exception que j'ai dans mes investissements, c'est les crypto-monnaies dans lesquelles je crois fortement. Alors, pour autant que j'ai 44 ans, comme je suis économiste, je me suis plongée aussi dans le monde de la blockchain, qui est un monde qui me paraît intéressant, qui va, à mon avis, résoudre pas mal de problèmes du système financier classique actuel. Et notamment, je crois beaucoup, moi, au transfert des droits de propriété vers les tokens. Je pense que ça va pousser dans les prochaines années, parce que ça permet de résoudre ce problème de l'immobilier, qui est la liquidité. Parce que ce qui est un peu embêtant dans l'immobilier, c'est que parfois, quand vous achetez, vous êtes figé pour un certain temps. Et personnellement, je ne le souhaite pas. Je souhaite pouvoir me retourner assez facilement. Ça fait partie des critères pour lesquels j'investis ou je n'investis pas. Et deuxième chose, tu évoquais la crypto. Alors, la même chose, il y a pas mal de femmes qui me posent cette question sur ce sujet, notamment parce qu'elles se rendent compte que leurs enfants vont gagner des coins sur des jeux, ce qu'on appelle les earn to play. Les earn to play, c'est ces jeux où demain, en jouant, vous allez gagner de l'argent en crypto actif. Donc, elles se posent la question de savoir comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, quand on a des trackers en bourse, investir sur des paniers de crypto de manière très simple, qui s'autogèrent. Personnellement, c'est ce que je fais via différents opérateurs. Il y en a un assez simple d'accès en France qui s'appelle Bitpanda et qui vous permet d'avoir cette diversification et cette simplicité sans pour autant rentrer dans des choses très technologiques et technophiles. Ouais, c'est très intéressant tout ce qui va être panier de crypto. Donc, il y en a qui font ça, par exemple, le top 10 crypto-monnaies, on va investir dedans. Il y en a même, c'est le top 25. Donc, ça, c'est très intéressant, toujours dans une optique de diversification. Donc finalement, en nous écoutant, vous venez de le comprendre, on peut faire beaucoup de choses. On n'a pas évoqué l'investissement dans le vin, ce genre de choses. En fait, il y a des actifs plus exotiques aussi qui existent et qui ont peut-être du sens pour vous. La question qu'on me pose souvent, c'est ce fameux quel est le meilleur investissement pour démarrer? Et je réponds toujours la même chose, il n'y a pas de meilleur investissement. Le premier, c'est d'investir sur vous pour faire votre éducation financière, pour fixer les choses dans votre esprit par rapport à votre projet de vie, pour vous mettre en action si vous ne vous êtes pas encore mis en action. Et puis la dernière chose, c'est de mettre en place une stratégie diversifiée et de tester petitement tous ces produits pour voir votre compréhension du sujet et voir si ça vous correspond tout simplement. Cette question-là, je l'ai très souvent, même dans mon métier. Ce qu'il y a d'intéressant en ce moment, c'est souvent ce côté en ce moment, c'est-à-dire comme si ça changeait d'un jour à l'autre. Et ça, vraiment, c'est un red flag. Il faut faire très attention. Il y a ce côté investir en soi que tu as dit qui est très intéressant. Et il n'y a pas d'investissement intéressant en ce moment. Je pense qu'il est important de faire ces investissements, comme je l'ai dit, sur un horizon de placement très long terme, en regardant des performances historiques sur un horizon de 10, 30, voire même parfois 100 ans pour la bourse. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet en fait de prendre des décisions, parce que notre argent, quand on l'investit par le long terme, en fait, personne n'a de boule de cristal. Personne ne sait demain, est-ce que la bourse va monter, est-ce qu'elle va descendre. On a à chaque fois des news il y a un crash boursier qui va arriver. Tous les ans, on entend la même chose.
tous les ans, les 90% des gens qui disent ça ont tort. Bref, il faut faire très attention à ça. Et tu as parlé avant d'investissement en soi, et ça, je pense que c'est super important à faire une petite parenthèse là-dessus. Personnellement, comme quand j'avais des petits revenus, j'ai décidé d'investir 50% de mon épargne. Donc, c'est quand même une somme colossale dans une formation pour me former sur l'investissement en bourse. Et aujourd'hui, je pense que c'était le meilleur investissement de ma vie. Quand on est jeune, c'est très important. Si on se forme dès le début à comment bien gérer son argent, ça va avoir un effet cumulé tout au long de sa vie, donc c'est super intéressant. Mais vraiment, voilà, investir en soi dans les formations, pour même pas besoin forcément que ce soit des formations très coûteuses, hein. Ça peut être même des livres, ou même investir de son temps dans du contenu gratuit, comme le tien. C'est vraiment très intéressant pour quelqu'un qui veut se former. Et c'est indispensable, en fait. Il ne faut jamais acheter quelque chose que vous n'avez pas compris et dans lequel vous ne vous sentez pas sécurisé. Exactement. C'est même Warren Buffett, il me semble qu'il dit ça, n'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est très important. Et même si vous voulez passer par un conseiller financier ou un conseiller en gestion de patrimoine, formez-vous avant pour comprendre ce qu'il va vous dire. Ouais, ça c'est une parenthèse aussi à faire. Aujourd'hui, quelqu'un qui a besoin de conseils, il a 2 options. La première, malheureusement, ça c'est le réflexe, des personnes, qui n'ont souvent pas trop de formation, qui n'ont pas trop de connaissances en finance, c'est de se rediriger vers leur banquier. Ça, c'est une terrible erreur. Moi, c'est un milieu que je connais très bien en l'occurrence, dans lequel je travaille, et je peux dire qu'aujourd'hui, la banque, en fait, c'est vraiment de la vente, et c'est assez dommage d'ailleurs que le banquier est sacralisé en France. Mais en fait, comme n'importe quel vendeur, le lundi, ils auront une réunion d'objectifs commerciaux. Et s'il se trouve que vous l'appelez pendant cette semaine-là et que la réunion du lundi, on leur a dit de vendre 10 plans d'épargne retraite, et ben, même si vous êtes jeune et que vous l'appelez cette semaine-là, et ben, il va vous vendre un plan d'épargne retraite. C'est du vécu. J'ai déjà vu des gens qui viennent me voir, qui avaient la vingtaine, qui avaient des objectifs, mais qui n'avaient rien à voir avec un plan d'épargne retraite. Et ils sont venus me voir et ils m'ont montré ça et j'ai halluciné. Donc vraiment, faites attention. Et la deuxième chose à laquelle faire attention, c'est que tu disais le conseiller en gestion de patrimoine. Faire attention, pareil en France, c'est un métier qui s'appelle conseiller en gestion de patrimoine, mais malheureusement, donc, il y a deux types de conseillers aujourd'hui en France. Il y a le CGP classique et le CGPI. Le CGP classique, il a un avantage, c'est que la plupart du temps, le premier rendez-vous est gratuit. Et forcément, quand on dit que quand c'est gratuit, on dit que c'est toi le produit, et c'est très vrai. Il faut faire attention à ce genre de conseils. Il y en a qui, en fait, vont avoir un conseil biaisé, parce que quand on est un CGP classique et pas un CGPI, on est rémunéré sous forme de rétro-commission des placements qu'on donne. Donc ça, il faut faire attention. Il y en a qui, malheureusement, du coup, sont attirés à donner un conseil plus qu'un autre parce qu'ils seront mieux rémunérés. C'est pas le cas de tous les conseillers. J'ai pas envie de taper dans mon propre métier, c'est pas vrai. Moi, actuellement, je suis un CGP classique aussi, je suis pas un CGPI. Mais j'estime qu'aujourd'hui, ce côté commission ne gruge pas mon conseil, donc je reste de ce côté-là. Ça permet quoi? Ça permet que tout le monde puisse voir un conseiller, parce qu'un CGPI, il va falloir payer de l'honoraire, et ça peut faire très mal pour quelqu'un qui a des petits revenus, qui n'a pas les moyens de se payer un conseiller. Et le CGPI, comme je l'ai dit, donc là, ça va être un conseiller qui est uniquement rémunéré sous forme d'honoraire, comme quand on va voir un avocat, un médecin ou autre, qui n'aura pas de rémunération sous forme de rétrocommission de placement. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Et puis une chose que ces gens ne vous apprendront pas, c'est à gérer vos émotions vis-à-vis de l'argent et on devient bon ou bonne avec ce sujet-là si justement on arrive à gérer ses émotions. Toutes les études qui sortent par rapport à ces questions d'investissement nous montrent qu'en fait c'est nos émotions qui biaisent le plus nos performances vis-à-vis de l'argent et de l'investissement. Et il y a quelque chose qui est très amusant, c'est que si les femmes justement sont beaucoup moins investisseuses que les hommes, quand elles le font, souvent c'est de manière plus sécurisée, plus détachée et elles gèrent beaucoup plus leurs émotions. Les émotions, c'est quelque chose, de bien trop sous-coté, surtout chez les hommes, hein. Comme tu l'as dit, les hommes, on est vraiment à fond sur la performance, on veut l'investissement qui rapporte le plus, ce genre de choses. Et j'ai d'ailleurs, préparé un post Instagram il y a pas longtemps là-dessus, qui est sur les biais cognitifs de notre cerveau, qui nous font perdre de l'argent. Un qui est assez connu et qu'il faut vraiment comprendre, c'est ce qui va être l'aversion à la perte. Si aujourd'hui, vous gagnez 100 €, ça va vous affecter 2 fois moins, psychologiquement parlant, que si vous perdez 100 €. Ça amène à quoi? Ça peut amener à 2 choses: paniquer en période de crise et vendre tout. C'est la pire décision que vous pouvez faire. D'où l'intérêt d'investir sur le long terme et d'être prêt à voir ces investissements faire un peu des yo-yo. Et sinon, la deuxième chose que ça peut faire, ça peut faire en sorte que vous investissez de manière trop sécurisée, même que vous investissez pas du tout, en fait, parce que vous avez trop peur de perdre votre argent. Comme on l'a dit avant, il existe plein de choses. On en a cité 2 principalement, c'était l'immobilier et la SCPI. Ça, c'est beaucoup plus sécurisé, même si le risque zéro n'existe pas, mais c'est quand même beaucoup moins volatile que la bourse.
Et pour quelqu'un qui va être plus dynamique, l'investissement en bourse est quand même plus intéressant. Donc le côté psychologique, vraiment très intéressant. Il y a un livre moi, que j'ai lu là-dessus qui est passionnant, qui s'appelle La psychologie et l'argent de Morgan Housel, et qui est super intéressant. C'est mon dada, la question de la psychologie et des émotions liées à l'argent, qui est un sujet qui est très peu connu en fait en France, et qui pourtant est intégré dans tous les programmes, liés à ces sujets d'investissement, que ce soit en Suisse ou aux États-Unis. Mmh. Ne pas se focus, que sur les performances et apprendre comment votre cerveau, va réagir en période de crise, surtout si vous n'en avez pas connu. On ne sait pas comment notre cerveau va réagir si on voit du, moins 30 demain sur nos investissements. Donc vraiment se former et apprendre comment notre cerveau fonctionne vis-à-vis de notre relation à l'argent. C'est ce que tu fais très bien dans ton contenu, c'est super important. Et dernière chose, ne rien faire n'est pas non plus une solution, puisque vous avez un biais psychologique et que vous n'allez pas vous rendre compte qu'en fait l'inflation petit à petit grignote ce que vous avez, sur des comptes courants et que vous n'avez pas placé correctement. Ouais, ça c'est le grand fléau des Français, l'inflation surtout en ce moment. Après ce qui est très étonnant, c'est qu'on est, un des pays d'Europe qui épargne le plus, mais on n'épargne pas bien. Donc c'est dommage. Parce qu'il y a beaucoup d'argent aujourd'hui sur des livrets A. Le livret A est très bien, hein, c'est même la première étape, pour épargner, pour avoir une épargne de précaution. Avant même d'investir votre argent, la règle de base qui est adaptée après en fonction de vos charges, de vos revenus et cetera, c'est d'avoir 3 mois de salaire de côté. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution. C'est un chiffre qu'on donne comme ça, à adapter bien sûr si vous avez des enfants, si vous avez beaucoup de charges, un crédit, peut-être que ça sera plus 6 mois. Si vous êtes entrepreneur indépendant, peut-être que ça sera même plutôt 1 an. C'est assez rare, mais ça arrive. Il y a des gens qui sont à l'aise à avoir 1 an de salaire sur leur livret parce qu'ils sont indépendants, ils ont des revenus qui font des yo-yo. Ça, c'est très important à avoir en tête. Il y a quelque chose de très intéressant à se renseigner là-dessus, c'est taper sur internet la performance du livret A net d'inflation et vous allez vous rendre compte l'argent que vous perdez tous les ans. Ça, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte ou qu'on se rend compte en ce moment parce que l'inflation est très élevée comparée à d'habitude. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une période inflationniste comme ça, à ce point. Donc on se rend compte en fait quand on fait nos courses que bah mince alors mon panier il est quasiment vide et j'ai beaucoup d'argent. Ça c'est l'inflation qu'on le voit en temps réel. Mais en l'occurrence ça existe aussi sur notre compte épargne, hein. On perd de l'argent. Aujourd'hui le seul livret bancaire qui vous protège de l'inflation, voire même vous fait gagner plus que l'inflation, c'est le livret d'épargne populaire qui est accessible uniquement par une certaine tranche de revenus. Je vous invite à vous renseigner si vous avez des petits revenus. Pour un célibataire, c'est à peu près 20 000 euros par an. Un livret très intéressant, c'est le livret qui rapporte le plus actuellement en France. Je te remercie Hugo, est-ce que tu avais des choses à ajouter par rapport à cette interview? Merci à toi. Déjà, j'ai beaucoup aimé cet échange. Je pense que dans le contenu que tu crées, il y a beaucoup de valeurs qu'on partage. Si, je pense que la majorité des gens qui te suivent sont que des mamans. D'ailleurs, j'avais écrit un article sur comment éduquer financièrement vos enfants. Si jamais votre enfant n'est pas en bas âge, on va dire à plus de 18 ans, et prend des décisions financières par lui-même, peut-être éventuellement voir à peu près ce que je fais sur boursemonargent.fr. Et éventuellement, du coup, se former par lui-même pour investir son argent quand on est jeune, c'est très important. Même quand on a des petits revenus, comme on l'a dit, commencer tôt, c'est super important. Transmettre les bons messages à nos enfants, c'est quelque chose d'essentiel et ça aussi, régulièrement, je publie sur ce sujet. C'est même un des plus beaux cadeaux qu'on puisse leur faire. Je te remercie Hugo et vous trouverez dans la description de cette interview tout pour pouvoir retrouver Hugo chez Boussole en Argent.